secrets de fille tu pourrais nous communiquer pour que Marie-Bernadette puisse avoir son brushing qui tient jusqu'à la fin de la soirée, comme les Miss? Il y a une préparation, d'abord à la maison. Il faut que la demoiselle qui se fait un brushing toute seule fasse un soin et un shampoing approprié. Donc si elle a les cheveux gras, enfin les plus courants, c'est racines, Racine grasses grasse, et pointe sèche. Donc il faut adapter son shampoing par rapport à son besoin. Tout à fait. Pour chaque type de cheveux, il existe un shampoing précis et particulier. Ça, c'est seul le coiffeur sera à même de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut comme produit. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent des shampoings pour les nourrissons. C'est très bien pour les nourrissons. Ah voilà. Ouais. C'est important de le signaler ça. Quand on a un enfant tout petit, il a les cheveux très fins, il a vraiment peu de cheveux. Ça va plus en fait hydrater la peau que soigner même le cheveu. Il faut que les mamans comprennent que quand une maman elle a les cheveux colorés, elle a les cheveux méchés, elle ne peut pas utiliser le shampoing de son bébé. Hormonalement parlant, de toute façon, on n'a pas le même métabolisme à 30 ans qu'à 6 mois. Est-ce qu'on doit, avant d'aller à sa soirée pour aider justement son cheveu à tenir plus longtemps, est-ce qu'il y a des petits trucs de coiffeur que tu peux nous donner? Oui, tout à fait. Il existe des produits. Un secret. Un secret. Est-ce que tu peux nous donner un secret? Un produit miracle, notamment, qu'on va mettre avant et après le brushing, qui va imperméabiliser le cheveu. Qui va imperméabiliser. Tout à fait. Alors, explique-nous ce que c'est. Que tout ce qui est humidité ambiante, qu'on peut avoir en boîte de nuit, par exemple, ça va rendre le cheveu imperméable à l'eau. Alors ça, c'est une super info parce que on voit souvent et on a souvent des questions de jeunes femmes qui ont les cheveux crépus, bouclés, qui se lissent, qui passent des heures à lisser leurs cheveux et qui, effectivement, à la première goutte d'eau ou la première humidité, le cheveu remonte et boucle. Et là, c'est le drame. C'est assez fréquent. C'est vrai que, en fait, ça demande vraiment beaucoup de soins au préalable. Un cheveu parfaitement hydraté va pas avoir besoin d'absorber l'eau extérieure. Un cheveu sec, la première chose qu'il va faire quand on a une ambiance un peu humide, c'est absorber toutes les molécules. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mélanie. Anne-Sophie, tu es la créatrice du blog Mode & Co. Oui, c'est ça. Ensemble, on répond aujourd'hui à la question de Michaela. Elle a 35 ans, elle n'a pas beaucoup d'argent et elle aimerait bien savoir si c'est possible d'être à la mode sans avoir un gros budget. Oui, tout à fait. On peut par exemple customiser ses vêtements. Il y avait à un moment donné la grande tendance des clous, donc on peut directement, c'est des clous à poser sur les vêtements, donc customiser sur les épaulettes ou juste sur une poche. Après on a la technique du tie and dye où là on prend un t-shirt de couleur par exemple et puis on met une petite bassine avec de l'eau de javel. Et puis on fait un espèce de dégradé sur le t-shirt, on garde la partie du haut foncée, la partie du bas est éclaircie avec de l'eau de javel, soit on trempe directement dans le récipient, ou on pulvérise avec un petit pulvérisateur pour avoir vraiment un effet, ce qu'on appelle tie and dye, en fait un dégradé. C'est un petit peu plus rigolo comme ça que s'en acheter un tout neuf. Bien sûr. Voilà, donc vraiment customiser celui qu'on a déjà dans son armoire, et puis on peut par exemple reprendre le jean qu'on portait avant très taillotte, le couper et le vieillir avec un ciseau pour faire vraiment un short un peu vintage. D'accord, ou alors aussi un vieux jean qui est abîmé, enfin un short. Voilà, directement. Un short taillotte, on peut recustomiser avec de la dentelle, des petites franges, il y a plein de choses qui se vendent en mercerie. Tout ça, on l'achète en mercerie ou on peut aller le chiner sur les brocantes ou récupérer dans les vieux tiroirs? On peut chiner également sur les brocantes, mais le mieux c'est vraiment d'aller en mercerie, il y a beaucoup plus de choix en termes de couleurs, de matières. Est-ce qu'on a d'autres techniques pour trouver des vêtements pas chers justement? Oui, alors on parle en ce moment beaucoup des vide dressing, donc on peut organiser son propre vide dressing, donc des vêtements. C'est-à-dire vendre ses vêtements? Voilà, vendre ses vêtements, des vêtements qu'on ne porte plus. Donc ça arrive très souvent que les filles on achète des choses sur le coup on est toute folle devant l'article qu'on a acheté, mais en fait on n'a jamais porté avec toujours l'étiquette dessus. Donc là c'est un bon moyen donc de récupérer des sous et de vendre ces anciennes pièces et aussi de racheter des pièces éventuellement avec des copines sur lesquelles on a craqué. Il y a un système de troc aussi qui se fait avec de la Réunion avec des points. Donc une personne vient chez vous, donc elle comptabilise en fait un nombre de points en fonction des vêtements que vous avez, des chaussures, des accessoires,
soirs, etc. Et lors d'une troc addict, en fait, vous venez avec votre carte et votre nombre de points et vous choisissez tout ce que vous voulez et vous passez à la caisse avec votre petite carte et on déduit le nombre de points. Bonjour Yves. Bonjour Stéphanie, Merci bonjour à de tous. nous accueillir dans ton bel établissement aujourd'hui. Avec grand plaisir. Nous avons Jessica qui a 16 ans, qui nous pose en fait la question à savoir, il y a un mot commun Ouais. à toute la gamme de produits qui est divin. Donc on sait que le chocolat c'est juste une merveille, c'est un bijou qu'on met dans un écrin, c'est un produit de luxe le chocolat. Ça a été démocratisé un peu, mais ça reste un produit de luxe. Alors pourquoi divin ? D'abord, c'est une question pertinente, effectivement, il s'agissait de s'arrêter sur ce mot. Il faut retenir une chose, ce n'est pas le mot divin dans le sens classique. Divin comme très agréable, hein. Ce gâteau est divin, Oui, ou voilà. cette baignade a été divine. Non, c'est pas le cas. Divin a un sens très spécial parce qu'il est relié directement au cacao, à l'histoire du cacao. Connais-tu cette histoire, Stéphanie ? Alors il faut préciser aussi aux filles Yves que le cacao c'est d'abord une fève, Tout à fait. une graine. On pourra Non, d'ailleurs parce le que voir tout à le monde ne le l'image. sait pas. Tout à fait. Il est méconnu mais très intéressant pour la peau. Alors pourquoi divin ? Alors Eh pourquoi bien, divin ? ça nous oblige à nous repencher sur l'histoire du cacao. Où est-il Donc né, là le on va cacao ? remonter On jusqu'à... va remonter la machine, vraiment à remonter le temps, et on va se retrouver quelque part en Amérique du Sud. Ah. Il y a 4000 ans, puisque c'est là qu'est né le cacao, c'est là qu'il a été d'abord développé, cultivé, et qu'un jour il va traverser l'océan pour venir en Europe, et ensuite essaimer la planète. Alors ça veut dire que donc le chocolat a 4000 ans, Oui, ok, et en fait des jeunes femmes en le coupant ont senti cette saveur différente et ont eu l'idée de l'exploiter. alors en fait, sur l'usage alimentaire, on remonte à 4000 ans de façon certaine. Hein, donc les premières préparations d'un cacao extrêmement sauvage, extrêmement cru, on y ajoutait même des épices, paraît-il, à l'époque Ah. des Incas et des Mayas. Effectivement, de cet usage alimentaire, on est déjà à l'époque passé à un usage cosmétique assez grossier, qui consistait principalement à utiliser le beurre pour se protéger la peau, réparer la peau après des coupures, par exemple. Le beurre de cacao. Exactement, qui a connu une carrière, je dirais, dans la pharmacopée occidentale florissante, puisqu'aujourd'hui encore on l'utilise dans beaucoup de produits. Mais bien. en revanche, et là Stéphanie c'est intéressant, l'autre fraction, on va dire la fraction colorée, n'avait jamais été utilisée. On ne s'était pas encore intéressé à autre chose que le beurre, ce qui est fait avec chocolathérapie. Alors ça veut dire que les pigments de cacao sont aussi utilisés dans le maquillage. On peut en trouver effectivement dans certaines gammes de maquillage, sachant que c'est un pigment naturel très colorant. Pour la Très pour la actif. couleur marron. Pour la couleur marron, mais aussi pour un effet hâlé par exemple, un effet bonne mine. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue depuis plusieurs années. Oui. Et ensemble, aujourd'hui, on répond à la question de Ghislaine. Ghislaine, elle a 51 ans et ça fait 31 ans qu'elle est mariée avec son mari. Déjà, on peut la féliciter. Oui. Et elle nous dit que il y a un peu de laisser aller, un peu moins de désir qu'avant dans le couple, et elle aimerait qu'on l'aide un peu à raviver la flamme, comme on dit. Alors déjà, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. C'est normal. Le quotidien, les années ont fait que elle s'est habituée, son mari aussi. Il n'y a plus de découverte finalement. C'est ça, on est un peu dans la routine. Voilà. Alors ce qui était bien il y a quelques années de savoir exactement ce qui plaisait à son conjoint, aujourd'hui est ce qui fait que il y a moins d'attrait, moins de désir. Donc il faut raviver la flamme. Souvenez-vous de vos premières années, de ce qui lui plaisait. Essayez de le surprendre. Inventez de nouvelles choses, de nouveaux jeux. Créez-vous des petits moments rien que tous les deux. Au lieu d'aller s'affaler dans le canapé avec la télécommande, peut-être mettre un peu des bougies partout, des petites pétales et l'accueillir en charmante tenue. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus beau au bout de tant d'années, de pouvoir à nouveau se surprendre. Je crois que c'est même encore plus beau que le début d'un couple. Évidemment, puisque peut-être que justement la surprise risque d'être grande chez votre chéri et risque justement de vous combler ce soir-là. Donc aménagez-vous des petits moments romantiques, des petits dîners aux chandelles, discutez aussi peut-être. Oui, la Parler du communication, problème. c'est important, c'est même ce qu'il y a de plus important. De lui dire clairement que vous avez envie de retrouver une vie sexuelle comme avant. Peut-être aussi que ça vous inquiète de savoir qu'il y C'est ça, c'est a, il y a pas- moins de relations entre vous. Donc, demandez-lui aussi Parfois, de vous j'imagine rassurer. que ça peut créer une frustration Oui, de ne pas en parler. L'autre croit que l'autre n'a plus envie de lui, il s'inquiète, ça monte... oui, tout à fait. Alors qu'en fait, il suffirait d'en parler pour se rendre compte Oui. qu'on est souvent d'accord sur, Voilà, sur que ce chacun sujet-là. va avoir les mêmes attentes, c'est vrai.
Merci beaucoup Christelle. Merci. Voilà Ghislaine, j'espère que vous êtes rassurés, rassurez-vous, vous êtes tout à fait dans la norme. Le temps, la routine, le quotidien tue le désir, on le sait bien. À nous d'arroser chaque jour un petit peu cette plante pour qu'elle refleurisse et que le désir soit intact comme au premier jour. Bonjour Raïssa. Salut Mélanie. Raïssa, tu es blogueuse depuis plus de 3 ans, tu es la créatrice du blog Be Happy. C'est bien ça. Ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Karine. Elle a 28 ans et elle se demande comment font les blogueuses pour allier leur vie privée, leur travail et leur blog. Est-ce que ça prend un temps fou de faire un blog ? Alors quand on a en tête l'idée de faire un blog, effectivement ça prend pas beaucoup de temps puisque ça se fait très rapidement, la création du blog en lui-même. Mais ensuite il faut savoir que ça prend beaucoup de temps de l'alimenter, d'écrire des posts ou des billets. Donc ce sont les articles, c'est comme ça qu'on appelle les articles sur un blog. Et quand on voit que notre communauté s'agrandit de jour en jour, eh bien on a envie de faire plaisir à sa communauté, d'être beaucoup plus présent et d'écrire des articles. Et ça demande beaucoup de temps puisque un article pour l'écrire, eh bien il faut du contenu, il faut de l'idée, il faut aussi des photos si on a envie de faire une belle mise en page. Et tout ça, ça prend du temps. Généralement, il faudrait faire un article idéalement 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Après, tout dépend aussi du sujet que l'on choisit. Si c'est un sujet d'actualité, on est obligé d'écrire tous les jours. On voit que la communauté s'agrandit de jour en jour. On se dit, on a un challenge quand même à relever, des personnes qui ont envie de nous lire, et il faut quand même garder une ligne éditoriale. Donc après, c'est vrai que ça dépend du sujet. Tu me parlais de cette personne qui a une vie de famille. Oui. Donc, par exemple, si elle a des enfants, il y a beaucoup de mamans qui lancent un blog sur le sujet. Donc, comment allier la vie de maman et la vie moderne. Donc ce genre de sujets sont très présents sur Internet puisqu'il y a beaucoup de mamans modernes qui se lancent dans le blogging. Karine a une vie de famille, mais elle a également un travail à plein temps. On fait son blog le week-end alors ? Alors voilà, c'est tout un art de jongler entre son blog et sa vie personnelle. Il y a des personnes qui arrivent quand même à le faire, donc le week-end ou le soir, comme tu le disais, si on choisit un sujet où l'on parle de ses anecdotes au quotidien, là on se pose le soir tranquillement. Après, ça dépend de notre relation aussi personnelle avec le blog. Par exemple, si c'est une façon d'évacuer son stress de la journée pour certaines personnes, eh bien... Un journal intime, finalement. C'est ça. Ça peut servir de journal intime. Servir. Finalement, on peut conclure en disant que c'est une passion, quoi. Quoi qu'il arrive, quand on est passionné, on trouve toujours un petit peu de temps dans son quotidien pour Complètement. accorder de l'importance à sa passion. Merci beaucoup, Raïssa. Avec plaisir, Mélanie.